Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? On se chauffe là, c'est le début de la journée. Bon, vous êtes bien réveillés? Tout va bien? Bon, alors aujourd'hui on va commencer donc, par parler d'un sujet passionnant qui est les marques. On va se demander, l'intitulé de cette première rencontre, vivre avec le passé, penser le présent, bâtir le futur. Comment les marques se construisent avec le temps. Alors vous vous souvenez peut-être qu'en 1999, il y a une journaliste canadienne qui s'appelait Naomi Klein, qui avait publié un livre qui s'appelait No Logo, dans lequel elle dénonçait la tyrannie des marques. On se disait, tiens, c'est peut-être fini le temps des marques. Pourquoi on en a encore besoin alors qu'on les critique autant? Alors en France, il y a une particularité, c'est que on se distingue par une certaine pérennité, une vitalité de grandes entreprises industrielles, familiales. On va en parler avec certaines de nos invités. Comment s'adaptent ces marques à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des plateformes, comment elles relèvent les défis environnementaux notamment, sans perdre leur identité. Alors pour parler de ces marques, nous avons des invités de marque. Notre première invitée a 70 ans, enfin pas elle, vous allez le voir en la voyant débouler sur scène, mais la marque qu'elle dirige. Son entreprise est la plus française des marques de beauté. Elle est la troisième génération à la tête de cette entreprise, et elle dit d'ailleurs volontiers, en famille entre toujours en jeu des facteurs émotionnels et irrationnels. C'est une entreprise où j'ai vu d'ailleurs il y avait 86% de femmes et une proportion quasiment presque autant dans le top management. Je vous demande d'accueillir Virginie Courtin, la directrice générale du groupe Clarins. Bonjour Virginie. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez le droit. Alors notre deuxième invité n'est pas pilote de Rafale, comme le nom de son entreprise, en tout cas un morceau du nom de son entreprise pourrait l'indiquer. Elle, son métier, c'est la grande stratégie de communication, de marketing, d'une entreprise qui est, on l'oublie souvent, leader des mondes virtuels. J'ai nommé Dassault Systèmes, une entreprise qui a, si je ne m'abuse, 43 ans aujourd'hui. Et son entreprise, elle façonne plutôt des jumeaux virtuels, mais elle est bien là, en chair et en os, ce matin. Je vous demande d'accueillir Victoire de Margerie. Bonjour Victoire. Et enfin, nous allons accueillir un cadre de la pub, qui a été notamment vice-président de Publicis. Là, donc un invité de marque, encore pour parler des marques. Il aura consacré un ouvrage de référence définitif qui s'appelle « Les marques hier, aujourd'hui, demain ». Et il écrit notamment « La marque est d'abord une marque d'intérêt, ce n'est qu'ensuite qu'elle devient une marque de confiance ». Et j'ai bien aimé le conseil qu'il donne à la fin de son livre à tous ceux qui veulent travailler comme ça dans les entreprises ou pour les marques. Allez dans les cafés, écoutez les conversations des gens. Vous comprendrez ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il se consacre à l'éducation, puisqu'il est conseiller du président de Ionis, un groupe éducatif. Je vous demande d'accueillir Marc Driec. Alors, je vous rappelle, il y a beaucoup d'habitués. Là, on pourrait, d'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait pas à cette table Sylvain Kern, qui est quand même, je voudrais que vous
vous applaudissiez, qui est à la tête de cette magnifique marque, parce que c'est une marque qui est la Cité de la Réussite, qui nous réunit aujourd'hui à nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, on est là ensemble 1h30 et on nous mettra dehors de toute façon à 12h30. Il y a un cours après nous. Donc, on va d'abord présenter avec nos invités le débat. Ils vont se présenter à vous. Ensuite, il y a des étudiants qui ont planché et qui vont les interroger, débattre avec eux. Et ensuite, nous vous donnerons la parole pour un temps d'échange entre vous et nos invités. Alors, d'abord, j'aimerais faire appel à notre savant, notre sage, Marc Driec. Vous dites quelque part dans votre livre, Marc, que le sujet, en fait, ce n'est pas tellement la survie des marques, mais c'est plutôt leur adaptation au monde d'aujourd'hui. Alors, quels sont les défis, si on devait les résumer, les dangers pour ces marques aujourd'hui? Enfin, bonjour, enchanté et pardon de vous décevoir d'emblée. Le problème qu'ont les marques aujourd'hui, c'est un problème qu'elles ont toujours eu. C'est-à-dire comment j'évolue dans une société, comment j'évolue avec une société, comment j'évolue avec les désirs des gens, avec les problèmes que la société pose. Aujourd'hui, c'est la question de l'environnement. On a eu d'autres questions comme le féminisme dans les années 20, dans les années 30. On a eu des questions de surconsommation. Donc les marques, si elles existent, c'est parce qu'on le veut bien, parce qu'on a la capacité à détruire tout ce qu'on aime et qu'on n'aime plus. Et si aujourd'hui les marques existent, c'est parce qu'elles ont un rôle. Et que le rôle, c'est une forme d'accompagnement de la consommation. C'est une forme de mode de vie dans lequel les gens se retrouvent. Personne n'est obligé d'acheter une marque aujourd'hui. Personne. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous tient avec un fusil au-dessus des bras en disant « tu dois acheter cette marque ». Vous pouvez acheter aujourd'hui des produits et les faire vous-même. Vous pouvez acheter des ingrédients. Vous n'êtes absolument pas obligé. Et si aujourd'hui ces marchés continuent, c'est parce que ces marques répondent à un certain nombre de désirs, un certain nombre de volontés, de différenciation, de valorisation, d'utilisation de produits très performants qu'on ne trouve pas ailleurs et que les marques ont trouvé parce qu'elles investissent énormément en innovation. Les marques, elles dépendent des gens. Elles ne s'imposent pas aux gens parce que si elles ne sont pas choisies, elles meurent. C'est naturel. Voilà, on ne vous prend pas, vous mourrez. Si on vous prend, c'est qu'il y a un désir. Si on vous reprend, c'est que vous avez rempli votre mission. Les gens sont très intelligents, mais en même temps, ils ne sont pas si éloignés que ça de l'animal. T'aimes, t'es content. T'aimes pas, t'es pas content. T'es pas content, t'achètes pas. Voilà, boum. Pardon. Victoire de Marjorie. Alors je blaguais à peine, alors que je dis que vous n'étiez pas pilote de Rafale, parce que c'est vrai que Dassault, ça évoque plutôt l'aviation, et Dassault Systèmes, c'est tout autre chose. C'est quoi aujourd'hui le principal défi d'une marque comme la vôtre, outre la question de la notoriété, savoir que oui, Dassault Systèmes, c'est une entité à part entière? Alors d'abord, bonjour. Toujours impressionnant comme de se retrouver là. Donc oui, en effet, on n'est pas Dassault Aviation. On est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, donc on a 43 ans. On offre des environnements virtuels pour que nos clients puissent modéliser, designer des produits durables. En d'autres termes, pour vous la faire plus courte et plus facile, Dassault Systèmes est dans votre quotidien, mais malheureusement, vous ne le savez pas. Voilà, c'est-à-dire que 100% des avions qui volent aujourd'hui sont faits grâce à nos solutions. C'est-à-dire que ceux qui portent des baskets ce matin, sachez que 80% de ces baskets-là sont faites grâce à nos solutions. Voilà. On est dans pas mal de secteurs, dans 12 secteurs, et notamment celui de la santé. Vous saviez que 60%, je dis ça pour François qui est là, mais vous savez que 60% des essais cliniques qui ont été faits, donc notamment pour le vaccin du Covid, ont été faits grâce à nos solutions. Enfin bref, voilà, ça c'est Dassault Systèmes. C'est une boîte de fous qui n'est pas vraiment connue du grand public, alors qu'on devrait être plus connue que Google, je pense. Voilà. Et donc votre question? Et vous avez répondu. Très bien. Il m'a dit de faire court. J'essaie de faire court. Très bien. Suivant. Virginie Courtin, vous, alors la cosmétique, c'est un domaine évidemment aussi particulièrement concurrentiel. On voit beaucoup de jeunes marques apparaître. Le fait d'avoir 70 ans, l'ancienneté, c'est un atout. Comment on en joue et comment aussi ça peut être un piège pour une marque comme Clarins? Alors, on a 70 ans, en plus, on les fête cette année. Pardon, j'ai pas dit bonjour aussi, tout le monde a dit bonjour. Bonjour. Très impressionnée, en plus, d'être à la Sorbonne. Donc oui, donc Clarins, on fête nos 70 ans. On a la particularité d'être une marque qui est familiale, puisqu'elle a été fondée il y a 70 ans par mon grand-père, Jacques Courtin.
Je suis donc la 3e génération à diriger, comme vous l'avez dit, cette marque. Aujourd'hui, nous, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir à chaque fois se réinventer tout en étant en cohérence avec nos valeurs, en cohérence avec la culture d'entreprise, avec l'esprit du fondateur. C'est très important, et surtout de continuer à être ancré dans ce qui est très important pour Clarins, qui est la RSE. Donc de réussir la transition climatique, écologique, de prendre soin des personnes, de prendre soin de la planète. C'est quelque chose qui fait partie de nos valeurs chez Clarins depuis toujours. D'ailleurs, on n'appelait pas ça RSE ou développement responsable, on appelait ça les valeurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on met des actions, on fait pas mal de choses. Donc l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est vraiment d'avoir 70 ans et d'être toujours jeune, de plaire à une clientèle toujours plus jeune qui demande de plus en plus de transparence, de traçabilité et en se réinventant, en restant cohérent avec qui on est. Marc, dans votre livre, vous insistez aussi, à un moment, vous dites, pour une marque aujourd'hui, il vaut mieux être de quelque part que de nulle part. Est-ce que le fait que là, on ait 2 entreprises identifiées comme très françaises, c'est un atout aujourd'hui dans l'univers concurrentiel, même à l'heure des plateformes? Il y a 2 questions, en fait. La première question, c'est, au fond, est-ce que c'est bien d'avoir des racines ou d'être multinational? Je crois qu'on ne peut pas trancher aussi facilement aujourd'hui. On aurait tranché ça très facilement il y a quelques années. Aujourd'hui, l'universalité de nos modes de vie existe. Et donc, au fond, on a des marques qui sont de partout. Aujourd'hui, vous le savez, 20% ce samedi-là, 20% des colis qui seront transportés par la Poste sont le fait de 2 distributeurs qui sont en Chine et qui s'appellent Shein et Temu. Voilà. Donc, donc, il y a aujourd'hui une réalité mondiale qui fait qu'il est important d'avoir des racines, en particulier dans certains secteurs. Et en même temps, le fait d'être sans racines, c'est-à-dire d'avoir une identité mondiale ou universelle, répond assez bien à la structure des marchés aujourd'hui. Donc la réponse est, pardon, est un peu plus compliquée que simplement dire oui, c'est bien d'être français quand on vend du vin et c'est mieux d'être belge quand on vend des frites. Bon, c'est pas aussi simple, et encore, je suis pas sûr, c'est pas aussi simple que ça. Victoire de Marjorie. Est-ce que c'est important pour Dassault? C'est un patrimoine français, Dassault Systèmes. Oui, je pense que c'est important. La question, c'est ce que vous disiez, Marc. C'est quoi la différence entre une vieille marque, une marque historique et une nouvelle marque? Je rejoins ce que vous dites, Marc, au départ, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit le critère de nouveauté soit important. Je pense qu'aujourd'hui, la marque répond à un défi qui est plutôt un critère sociétal. Ce que vous disiez, c'est-à-dire est-ce que la marque apporte quelque chose? Est-ce qu'elle a une vision? Est-ce qu'elle sert? Voilà. Être du vent, je ne pense pas que ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà. Après, il y a des marques qui sont... en bossant un peu sur le truc de ce matin, j'ai regardé. On est tous nouveaux à un moment donné. Quand Louis XIV fait Versailles, il demande à Saint-Gobain, à ce moment-là, Saint-Gobain, ils étaient nouveaux. Voilà. Total, ils ont 100 ans. Coca, ils ont pas mal d'années aussi. C'est des marques qui sont historiques. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça se joue pas là, je pense. C'est vraiment important le jeu qu'elle joue, Marc. Virginie? Oui, je suis totalement d'accord avec mes 2 partenaires de débat. Je pense que ce qui est important, et peut-être dans les marques historiques, c'est aussi l'expérience. On achète à l'étranger. Je pense que votre marché, c'est essentiellement l'international. Je crois que c'est 95%. Ouais. Est-ce qu'on achète la France quand on achète Clarins ou pas? Oui. Oui. On achète la France parce que 100% de nos soins sont fabriqués en France, pas très loin de Paris, à Pontoise. On a fait le choix du Made in France au moment où mon grand-père a fondé la société. On a refait le choix du Made in France parce qu'on vient d'ouvrir d'ailleurs il y a quelques semaines notre seconde usine de production. Donc évidemment, on s'était posé ces questions-là au moment du choix de la seconde usine. Et effectivement, le savoir-faire français, surtout en cosmétique, est très important. Donc, pour revenir sur ce que vous disiez, je pense que ce qui est important dans l'histoire aussi d'une marque, c'est l'expérience, le savoir-faire qu'elle peut transmettre à travers les années, à travers les générations. Alors, je vous propose maintenant de passer au 2e temps de cette rencontre.
Nos amis étudiants vont vous passer à la question. Ça va être autrement plus redoutable que moi. Alors, on procède comment vous... Allez-y, présentez-vous. On a un micro pour la salle ou les étudiants ou je passe le... Bonjour. Bonjour, Johanna Neagoé. Alors, une question générale. Comment une marque peut réinventer son image sans perdre l'essence qui l'a rendue incontournable auprès de ses consommateurs? Votre question s'adresse à tout le monde ou... D'accord. Alors, vous êtes étudiante où? À Montpellier Business School. D'accord. Qui veut répondre? Alors, sentez-vous libre, on peut... S'il n'y a qu'une seule personne qui vous répond, comme ça, comme vous voulez. Alors j'y vais. J'aime bien la question, surtout sur le mot se réinventer, parce que je pense que se réinventer, ça ne veut pas forcément dire oublier qui on est et être quelqu'un de totalement nouveau. En tout cas, chez Clarins, pour nous, se réinventer, c'est vraiment penser le futur, penser le présent, s'adapter aux tendances, s'adapter au marché, tout en ayant conscience des valeurs et de la culture d'entreprise. C'est très important. Alors, mon grand-père, le fondateur, avait un slogan qu'on a utilisé pendant de très nombreuses années et qu'on continue à beaucoup utiliser en interne, qui est « faire mieux, faire plus et aimer le faire ». Et je trouve que faire mieux, c'est ça, en fait, se réinventer. C'est-à-dire que c'est de se dire que les marques, on évolue avec le temps, on évolue avec les marchés, et qu'au final, notre but est toujours de s'améliorer, de répondre toujours mieux aux clientes et aux clients, et de s'adapter, en fait, aux tendances, à la vie, au monde, aux situations politiques, géopolitiques, aux besoins du marché, etc. Donc je crois que pour nous, c'est très important, et une marque comme Clarins, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de garder en tête toujours de la cohérence, nos valeurs, et en même temps d'être toujours tourné vers le futur, parce qu'il ne faut pas regarder le passé comme un lieu de vie, mais comme un lieu d'apprentissage, et du coup, de toujours innover. Victoire? Je vais prendre 2 minutes. Parce que l'histoire d'Assosystème, elle est incroyable. Je ne pense pas que vous la connaissiez. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Charles Edelsten et qui va voir en 1981 Marcel Dassault et qui lui dit bah voilà, vous savez, maintenant, il y a des ordinateurs, il y a des logiciels, etc. Il y a un truc qui s'appelle Katia et on va pouvoir modéliser les avions. Donc, il y a Marcel qui lui dit oui, oui. OK, parce que vous savez, à l'époque, pour modéliser un avion, il fallait travailler en HL1. Donc c'était un grand hangar, comme ça, on mettait l'aile d'avion, on faisait de la soufflerie, c'était en échelle 1. Bon, non, pas super pratique. Donc il arrive avec son Katia et Marcel lui dit bah, écoute, très bien, mais comme je crois quand même moyennement à cette approche, c'est quand même moderne, voilà, mettez un peu d'argent de votre poche et si vous en mettez, moi je mets le mien aussi. Voilà, ça c'est l'histoire, ça a commencé comme ça, 81. Après on a fait le jumeau numérique du 777 de Boeing et maintenant notre ambition c'est de passer sur le jumeau numérique du corps humain en toute modestie. En tout cas, pour répondre, je suis d'accord avec toi, l'histoire d'une marque est très importante, véritablement. Chez Dassault Systèmes, je dirais que on a évidemment pas mal d'ingénieurs, mais on a surtout, je dirais, on a une âme d'entrepreneur. Voilà, on se remet en question tous les jours, systématiquement. Il n'y a rien de statique chez nous. C'est véritablement un état d'esprit, et c'est une boussole comme ça que notre histoire est notre boussole, et ça nous permet de nous réinventer tous les jours. Marc? Je pense que la marque idéale, si on pouvait la fabriquer, on y mettrait un tiers d'éléphant, un truc qui avance droit. Boum, boum, boum. Il avance tout droit, il sait où il va, il sait d'où il vient. Ensuite, on mettrait un tiers de singe, parce que l'éléphant, il est malin, mais parfois, il faut être un peu malin. Il faut savoir réagir très vite. Il faut savoir s'adapter, il faut être capable de lancer dans un pays et d'arrêter 6 mois après parce que ça ne marche pas. Et puis, troisièmement, sans doute aussi un peu du caméléon, c'est-à-dire être capable de s'adapter. C'est là toute la difficulté qu'ont les marques, ou tout ce qui fait le succès des marques, c'est cette capacité à la fois à rester sur un fil, à ne pas quitter, je dirais, ses fondamentaux, et en même temps à ne pas rester enfermé dans des fondamentaux quand le monde change. Alors, bien entendu, si parmi vos fondamentaux, il y a notre marque doit être honnête, vous n'êtes pas obligé de devenir malhonnête. Donc je ne parle pas de ça, je parle de la manière de converser avec les clients, de la manière de travailler. Si on prend l'univers des banques ou des assurances,
On est en train de quitter la préhistoire relationnelle. Nous venons à peine de quitter la préhistoire relationnelle. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire aujourd'hui? On doit attendre 10 minutes ou 15 minutes au téléphone? Mais on est dans un monde de fous. On parle d'IA, on vous explique qu'aujourd'hui on peut, grâce à l'IA, détecter dans n'importe quel pays du monde une maladie extrêmement grave en 4 minutes. Et vous, quand vous devez appeler, je ne dirai pas les noms, vous attendez 10 minutes et en plus vous vous tapez en général la même musique, c'est-à-dire, vous la connaissez, Vivaldi ou un autre. Donc on commence à les détester, ceux-là. Donc comment à la fois je m'adapte et comment en même temps je reste fort sur un certain nombre de positions qui font ma différence. Parce que quand vous êtes à la tête d'une marque, vous avez une obsession qui est de rester ce que vous êtes. Fondamentalement parce que vous y croyez. Et vous avez une seconde obsession, c'est demain il faut que je paye des gens, après-demain il faut que je continue à vivre. Comment je m'adapte au monde? Comment je m'adapte aux technologies, aux courants culturels, aux nouveaux conflits, aux nouveaux drames qui existent, aux nouvelles espérances, aux nouvelles attentes des gens. Merci Marc. Question suivante. Alors bonjour, je m'appelle Brice Delama, je suis de Neoma Business School et j'aurais une question pour Victor de Margerie. Je sais que chez Dassault Systèmes, c'est un challenge pour vous de vous dissocier de Dassault Aviation en ayant le même logo ou les mêmes, des fois, images, chartes graphiques d'éléments. Comment avez-vous, quelle méthode mettez-vous en place pour vous dissocier plus amplement de l'autre entreprise? C'est assez facile. Dassault Aviation, ils sont 13 000, on est 25 000. Dassault Aviation, ils font des avions, des Rafales, des Falcon. On fait des logiciels. Dassault Aviation, ils communiquent sur une audience plutôt institutionnelle, plutôt gouvernementale. Nous, on communique vers le grand public. C'est notre objectif, c'est du B2H, Business to Human. Voilà. Donc, on a un couloir de nage on a chacun notre couloir de nage. Mais ça, Marc, il ne donne pas de marque, moi je donne des marques tout le temps, mais c'est comme Bouygues, enfin Bouygues Immo, Bouygues Construction, Bouygues Télécom, voilà, chacun son couloir de nage, et c'est bien, et moi j'aime bien les trucs qui sont un peu carrés, on a chacun notre moyen de communiquer, donc ça marche plutôt pas mal. Et après, non, juste, excusez-moi, j'ai un truc à rajouter. Vous savez que c'est assez une problématique française, hein, Dassault Aviation, Dassault Systèmes. Dès que vous sortez du continent français, enfin de la France, pardon, vous allez en Europe, aux États-Unis, en Asie, on n'a pas du tout cette approche. Enfin, Dassault Systèmes est très connu pour ce qu'il fait et il y a la distinction, ça fait vraiment bien. Autre question? Bonjour à tous. Alors, Tristan Heinemann, étudiant à Kedge Business School. Comme ça a déjà été évoqué un peu, il y a des marques historiques qui sont établies depuis de nombreuses années et d'autres comme Shein qui émergent de plus en plus. D'où ma question, les marques historiques sont-elles mieux perçues à l'heure actuelle par la population que les marques émergentes? Qui veut compléter? Alors, on a un peu abordé le sujet, mais... Alors, nous, on est très challengés en cosmétique parce qu'il y a beaucoup de marques aussi nouvelles qui sortent presque tous les jours. Je dirais qu'il y a un côté où la nouveauté aussi attire. Donc on est très challengé aussi par des consommateurs qui vont aller vers la nouveauté, vers des nouveaux discours de marque, des nouvelles solutions, etc. En même temps, je trouve que c'est très stimulant en fait pour une marque historique comme la nôtre, parce que ça nous permet justement de remettre un peu en question les façons de faire, les façons de communiquer, les façons même de formuler aussi parfois, et de voir comment s'adapter, parce que souvent il y a plein de très bonnes idées dans les jeunes marques, donc nous on trouve ça plutôt très intéressant et très stimulant. On a eu plein d'innovations aussi, ça nous pousse à innover, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on regarde des nouvelles marques arriver et qu'on ne fait rien, et qu'on se dit on est une marque historique et voilà, on a notre autorité. Non, je pense que c'est important d'innover tout le temps, et encore plus quand on est dans un marché très concurrentiel comme le nôtre. Et donc voilà. Après, je trouve que souvent on nous pose la question si en temps de crise, comment on vit les crises, parce que forcément en 70 ans on en a connu pas mal, des crises économiques surtout. Je trouve que les marques historiques ont un peu une valeur refuge. Dans les moments de crise, les gens ont besoin aussi de retrouver des marques. Ils connaissent voilà, les valeurs, la culture, le savoir-faire de chaque marque. Donc c'est une force, je dirais, qu'on peut trouver sur les marques historiques dans les moments un peu plus difficiles. Une autre question? Je voudrais simplement, oui, pardon, Marc. N'ayant pas à défendre des marques historiques, donc je peux me permettre de mettre les pieds dans ce que j'aime. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est totalement détruit par la concurrence inacceptable.
Et donc, vous ne jouez plus les mêmes règles. Donc, à partir du moment où... Moi, par exemple, je joue extrêmement bien au foot quand je peux utiliser mes mains. Et quand j'utilise mes mains, en général, je bats n'importe quelle équipe. Voilà. Quand vous prenez aujourd'hui les deux impérialistes chinois qui vendent n'importe quoi à n'importe quel prix et qui représentent, je le redis, 20% des paquets gérés par la Poste aujourd'hui, le problème, il n'est plus tellement de se dire est-ce que ces produits sont très bien ou pas bien. Le problème, il est que quand vous vendez une autre colonne à 2,50 € au lieu de la vendre à 22 € ou à la vendre à 150 €, vous n'êtes plus dans une logique habituelle. Donc vous détruisez les marques. Détruire les marques, c'est détruire un capital national, c'est détruire des emplois. Ça, c'est une équation fondamentale. Les marques créent des emplois. Les emplois créent de la richesse. À partir du moment où les bases de concurrence sont les mêmes, il n'y a pas de problème. Vous avez des marques qui ont le vent en poupe pendant quelques années, d'autres qui remontent à la surface et d'autres qui sont détruits. C'est la nature. Voilà, c'est la nature. Et les marques qui disparaissent, parfois, souvent, je dirais, disparaissent pour des raisons qu'on peut analyser. Mais à partir du moment où votre concurrence est totalement hors sol et sur des règles totalement, je dirais, inacceptables, vous allez détruire les marques. Et j'ai une crainte pour un certain nombre de marques dans le futur, en particulier des marques européennes, parce qu'elles sont extrêmement disciplinées, extrêmement rigoureuses, elles obéissent bien à toutes les règles. Et pendant ce temps-là, derrière, toutes les autres, no comment. D'autres questions ? Bonjour, Théo Leyer, étudiant au CELSA. J'ai une question pour Marc Driec. On parle de confiance, de stabilité, de marque historique. Est-ce que vous pensez qu'une marque peut changer de positionnement tout en préservant la confiance de ses clients? Et si oui, comment? Absolument. Une marque, un positionnement, c'est à un moment donné, qu'est-ce que je représente dans l'esprit des gens? C'est what the brand stand for. La marque, elle est là, elle est dans l'esprit des gens, elle représente un certain type. Cette marque-là, elle représente la qualité, la fiabilité et autres. Oui, le monde change, les temps changent, les consommations changent, les consommateurs changent. Vous n'achetez pas vous aujourd'hui comme achetaient vos parents, vous ne donnez pas la même priorité. Pour vous aujourd'hui, c'est génial d'acheter un sac d'occasion sur Vinted, c'est le top du top, alors que vos parents auraient considéré, mais c'est très terrible, mes enfants s'appauvrissent. Voilà, donc le monde change, les valeurs changent. Donc il n'y a rien d'insultant à se repositionner, à se diversifier. C'est la dynamique des marques. C'est quelque chose qui est propre à la dynamique des marques. Il ne faut pas confondre la stabilité et le fait d'engluer et finalement de disparaître parce qu'on n'a pas bougé. La plupart des marques qui meurent souvent non pas parce qu'elles ont trop bougé, mais parce qu'elles n'ont pas bougé ou qu'elles ont bougé avec du retard. Et là, vous aurez la fameuse phrase « si j'avais su ». Oui, mais... On peut donner peut-être un exemple, non? Vous avez en tête un exemple de changement de positionnement de marque, c'était la question, qui a été pertinent, qui a été, enfin, vous qui vous est frappé, parce que vous passez en revue pas mal d'exemples dans votre livre. Écoutez, 3 exemples. Le premier, ce sont 2 distributeurs qui ont fait un travail formidable de valorisation de la relation avec leurs clients, qui s'appelle Leroy Merlin ou Decathlon, où ils demandent à leurs clients quels produits ils veulent, ils les font tester par leurs clients, ils ne sont pas dans cette relation toi et moi. Et puis, des échecs, l'un des plus sympas que j'ai connu, j'ai bossé dessus, c'est quand un formidable constructeur français a cru qu'il pouvait faire Mercedes. Et donc il s'est dit, je vais lancer 2 voitures qui vont concurrencer Mercedes, mais n'est pas Mercedes qui veut. Une marque, elle a son espace. Elle va au bord des frontières, elle essaye de gagner toujours 1 mètre ou 2 mètres en plus. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas aller à 50 ou à 10 000 km. Donc, vous parlez des marques dans votre je livre. parle de l'Adventis, je parle des 2 modèles de voitures que Renault avait lancés dans les années 90 et qui devaient bouleverser le marché et montrer aux Allemands qui en étaient. Le problème, c'est que c'est les Allemands qui nous ont montré qui ils sont. Est-ce que dans votre livre, vous évoquez un classement des marques préférées des Français? Est-ce que c'est toujours le même? En premier, Decathlon, 2, Michelin, 3e, Leroy Merlin. C'est toujours le cas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce seront dans les premières. Il n'y a pas de... Une autre question? Bonjour. Bonjour, Adèle Combaret, étudiante à Subbiotech. Dans un contexte où l'authenticité est valorisée, comment une marque peut-elle gérer des crises de réputation et regagner la confiance des consommateurs? Votre question s'adresse à tout le monde? Oui, je pense. Oui. Qui veut répondre? Il n'y a pas de crise chez Dassault Systèmes.
Nous non plus, on n'a pas eu de grosses crises, on a des petites crises qui arrivent tous les jours, je pense comme dans toutes les entreprises. Je pense que ce qui est important, c'est de se préparer à tout. Donc c'est pour ça que la communication est très importante, c'est pour ça que d'anticiper les problématiques sont très importantes. Nous, on travaille beaucoup avec les équipes justement sur, évidemment, on a beaucoup de sujets qui peuvent porter à débat, d'abord dans les ingrédients, les packaging, etc. On prépare tout, on a une réponse à tout, surtout parce que, comme je vous l'ai dit au début, on est très engagé que de réussir la transition écologique auquel on doit faire face et auquel toute entreprise doit faire face, c'est très important pour nous. Donc tous les choix qu'on fait, on le fait au regard du meilleur compromis qu'on peut apporter pour la planète, pour nos clients et pour les personnes. Et donc je pense que ce qui est important pour en tout cas prévenir les crises potentielles, c'est de les préparer au maximum. Oui, je crois qu'il y a un premier point, c'est quand vous avez une crise, Buitoni l'a connu récemment, mais d'autres, c'est la première obsession, c'est regagner la confiance des vôtres, de l'interne. Avant d'aller persuader quelqu'un qui est à 5000 km de chez vous que vous êtes innocent, il faut déjà que vous ayez la garantie que les gens qui travaillent pour vous depuis des années vous font confiance et que le contrat n'est pas rompu. Deuxièmement, c'est être très clair sur la réponse donnée, c'est-à-dire la partager, la diffuser, l'assumer. Vous prenez le fameux scandale Cambridge Analytica de Facebook, personne ne savait comment répondre. Une des raisons pour laquelle Facebook a été largement pénalisé, c'est que chacun a tiré dans son sens. Ensuite, il y a faire du temps un allié. Ne pas tout de suite répondre, ne pas se précipiter, essayer de comprendre et essayer surtout de vous dire, bon, on va se donner le temps, on va répondre rapidement, mais puis ensuite on va se donner le temps de revenir sur la question, parce que la mémoire demeure. Une marque comme Buitoni, aujourd'hui, ça va rester. Ce qui s'est passé avec une marque comme Benetton, ça remonte aux années 80, ça reste encore, il est frappé du sceau de l'infamie. Donc il faut avoir le temps, non pas seulement comme ennemi, mais comme allié, dans la mesure du possible. Et puis je dirais le dernier point, c'est comment faire pour repartir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire, on a subi une crise. Je donne 2-3 exemples. Dale of Norway, une très belle marque de pulls, a eu l'idée de faire des pulls avec des insignes nazis. Il ne s'était pas aperçu que c'était des insignes nazis. Ce n'est pas très intelligent, entre nous, soit dit. Bon, comment ils font pour repartir? Si vous prenez Facebook et le scandale de Cambridge Analytica, je peux parler de Findus et l'histoire de la viande de cheval, qui est un accident. Comment vous repartez? Et ça, ce ne sont pas des choses que vous inventez. Ce sont des scénarios sur lesquels vous avez travaillé avant. La plupart des grandes crises, vous y pensez avant et vous n'y pensez pas après. Vous devez avoir cette angoisse quand vous dirigez une entreprise. Et vous y préparez. Oui, je dirais pour la gestion de crise, c'est de l'anticipation. Voilà, c'est de l'anticipation, c'est des process. Et j'aime bien ce que dit Marc. Et il y a une règle comme de crise, c'est manger froid. Voilà. C'est-à-dire ce que vous dites, laissez le temps. Voilà. Il faut prendre son temps et réfléchir à nos réponses et bien positionner les réponses. Est-ce que alors le thème de la Cité de la Réussite cette année, c'est la confiance. Donc, est-ce qu'il y a plus ou moins de défiance de la part des consommateurs ou des clients aujourd'hui? Et si oui, est-ce que le marketing, le storytelling ont autant d'importance qu'avant, ou ça suffit plus, qu'il y a une telle défiance, qu'il faut plutôt miser sur autre chose aujourd'hui pour maintenir la confiance sur le marketing et le storytelling? Marc, vous voulez? En plus, quelle question? Je suis étudiant. Non, mais vous êtes sympa. On est, je crois, sur le cœur du problème des 10 prochaines années, c'est-à-dire ce rapport à la consommation par rapport aux drames environnementaux qui arrivent. Il y a une relation, on peut faire ce que l'on veut, on peut essayer de la détourner, on peut considérer que non, on peut consommer. Il y a surconsommation, il y a mauvaise consommation. Et est-ce que les efforts faits par les entreprises et leurs marques aujourd'hui sont à la hauteur des drames qui risquent d'arriver? Voilà, la question, elle est là. Est-ce que les entreprises aujourd'hui parlent beaucoup d'environnement ou font beaucoup pour l'environnement? Est-ce qu'aujourd'hui, elles ne confondent pas encore une fois de plus la communication et l'action? Est-ce qu'il suffit de montrer un jeune couple qui court sur la plage avec un berger, plutôt pas un berger allemand, plutôt un petit lévrier ou un chien sympa, et demain est un autre jour, et se croire que parce qu'on a fait un film publicitaire, on est dédouané de tout cela? Moi, je suis sceptique
Je ne suis pas pessimiste, je suis sceptique pour un certain nombre d'entreprises qui vont devoir se confronter à de grosses difficultés dans les 10 ou 15 années qui viennent, parce que si les crises environnementales, si les crises climatiques continuent à être aussi fortes, mais surtout aussi médiatisées, parce que vous avez tous suivi pendant 10 jours le drame incroyable qui s'est passé à Valence. Mais il n'y a pas eu 10 000 morts. Il y a eu 357 morts. Mais quand il y a 10 000 morts au Bengale ou ailleurs, on s'en fout. Là, ça vient chez nous. Et donc là, on commence à se dire, mince, il se passe quelque chose. Donc je crois que le principal défi des marques dans les 10 ans qui viennent, c'est comment je continue à assumer au fond mon rôle par rapport à la consommation, tout en assumant mes responsabilités par rapport à l'environnement. Virginie, par exemple, pour une marque comme Clarins, c'est pas plus important d'investir dans la recherche et le développement, les innovations, que finalement le marketing, les égéries ou... Non, vous posez une très bonne question. Justement, parce que alors chez Clarins, on n'a jamais eu d'égérie. Oui. Et on en fait un statement de marque assez important. Justement, mon grand-père disait toujours qu'il préférait mettre l'argent que d'autres marques donnent à des égéries dans la recherche et le développement. Donc pour nous, c'est vrai que c'est très important d'investir d'abord dans la recherche, le développement, mais aussi dans des solutions. Et c'est pour ça que je suis en phase avec ce que vient de dire Marc sur vraiment être ancré dans le présent, le futur, penser à demain, être des entreprises avec un impact positif. Aujourd'hui, c'est vraiment notre fer de lance et notre ambition, puisqu'on veut pouvoir se dire qu'effectivement, tout ce qu'on fait, on le fait au regard de l'impact qu'on a, qu'on veut s'assurer que l'impact qu'on a à la fois sur les personnes, sur la planète est le bon. Donc on investit aussi beaucoup là-dessus. Donc encore une fois, je pense qu'on préfère aujourd'hui investir toujours dans la recherche et développement, investir aussi dans la transition écologique, climatique, etc. Vous savez, alors, chez Clarins, là où je pense qu'on a beaucoup de chance, c'est que comme on est une entreprise 100% familiale, on n'a pas d'actionnaires extérieurs pour attendre des résultats trimestriels qui soient très bons pour faire monter le cours de bourse, etc. Donc, on peut prendre des solutions qui sont sur le long terme. Je n'ai pas un mandat où je sais que dans 5 ans, nécessairement, je partirai. Donc, on pense à Clarins dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et ça nous permet de parfois faire des investissements qui sont très chers et qui ne passeraient pas si on avait des actionnaires extérieurs, mais qui sont pour le futur. Et je crois effectivement que les marques qui seront là encore dans justement 70 ans, 100 ans, sont les marques qui investissent aujourd'hui de manière authentique dans cette transition-là pour pouvoir proposer justement des produits, des services, tout en respectant et en limitant notre impact et même en régénérant. Et je rajoute une dernière chose qu'on a faite cette année dont on est très fiers, puisque en 2016, on a acquis un premier domaine Clarins où en fait on fait pousser nos propres plantes parce que un peu comme dans le vin, vous savez, dans le vin, tout le monde a le même ingrédient, finalement c'est le raisin. Pourtant, la façon de faire, la façon de pousser, où il pousse et comment on l'utilise après fait la différence, puisque tous les vins ne se valent pas. Et nous, on croit à la même chose dans les cosmétiques, que l'ingrédient fait la différence. C'est un peu une utopie qu'avait mon père, qui est d'ailleurs là aujourd'hui. Et on a donc décidé de commencer à faire pousser nos propres plantes pour avoir les meilleurs ingrédients, non seulement pour nos clients, mais aussi pour la planète, puisque on pratique, et on est les seuls à le faire, de l'agriculture régénérative, donc qui permet de rendre la terre encore meilleure que ce qu'on l'a trouvée. On va être les premiers à faire ça, puisqu'on aura bientôt un tiers de nos plantes qui viendront de ces domaines-là. Et on est très fiers de pouvoir faire ça. Et je pense que c'est une chance qu'on puisse le faire dans une entreprise comme la nôtre qui est familiale. Merci. On va prendre une autre question. Bonjour, moi c'est Chanaël Seba, en 2e année à l'ISG Paris. J'aurais une question pour Marc Drilec. Face à de nombreuses écoles à l'histoire riche, comment arrivez-vous à construire une marque qui se différencie ?
Merci pour la question. Comment est-ce qu'on construit une marque qui se différencie, quelle qu'elle soit? Je dirais, le temps. Cette sale chose qu'on appelle le temps, parce qu'on a parfois envie qu'il dure plus longtemps et parfois on a envie qu'il s'accélère. Vous ne faites pas une institution, une école, une marque en quelques mois, en quelques semaines. Vous pouvez réussir très très vite, ça c'est pas le problème. Mais alors vous êtes un coureur de 100 mètres ou 200 mètres. Si vous voulez construire une grande marque, il faut que vous soyez un marathonien. Donc il faut que vous ayez un rapport au temps qui est un rapport, on va dire, à peu près serein, ce qui n'est pas évident. Deuxièmement, il y a la question de l'environnement de la marque. Dans quel domaine vous voulez agir? Pas simplement quel produit vous voulez faire, mais dans quel domaine vous voulez agir, parce qu'une marque, elle a besoin de se développer. Une marque, elle ne peut pas rester ou rarement monoproduit pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ensuite, il y a, je dirais, est-ce qu'au fond de vous-même, vous pensez que vous allez devenir un leader, c'est-à-dire une marque qui s'adresse au plus grand nombre et qui vend le maximum, ou est-ce que vous avez une nature d'être un outsider? Et quand je dis outsider, ça ne veut pas dire petit, ça n'a rien à voir. Ça veut dire quelqu'un qui est très fort sur ses différences et qui ressemble moins au marché, mais qui a sa propre personnalité. Est-ce que vous allez vous battre beaucoup plus pour vos différences, ou est-ce que vous allez vous battre pour toucher le client moyen par rapport au client spécifique? Et puis, pour terminer, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faut que ce soit une idée durable. C'est toujours le problème du temps. Avoir des idées pour demain matin, tout le monde en a. Le problème, c'est qu'une marque, ce qui fait sa réussite, c'est au bout de 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans. Vous êtes amené à cela. Et donc, pour ça, bon, c'est tout un travail de est-ce que je respire avec l'époque? Est-ce que je suis en phase seulement avec l'époque? Est-ce que je suis une marque à la mode? Est-ce que je réponds à un moment parce que X a lancé tel produit, moi je le lance après et l'année d'après je disparais? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'éternité pour moi ou non? L'éternité, toute chose égale par ailleurs, bien sûr. Une autre question? Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y, allez-y. Ne vous battez pas. Oui, toujours Théoloyer. Victoire de Marjorie, vous qui, du coup, chez Dassault Systèmes, parlez plutôt en termes de B2B, pardon. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que, quand vous devez communiquer auprès d'entreprises qui sont des partenaires ou des prestataires peut-être, vous avez une démarche différente que celle du grand public, avec une communication corporate peut-être un petit peu différente? Alors déjà, je ne sais pas si B2B/B2C, ça a encore beaucoup de sens aujourd'hui pour nous. Nous, on fonctionne plutôt en B2H. Moi, il va me dire arrête de parler anglais. OK? Donc, business to human. Nous, ce qu'on adresse, c'est le client final. Voilà. Donc, quand je suis arrivée il y a 6 ans chez Dassault Systèmes, je vous ai dit, j'étais absolument étonnée. Je me dis, mais c'est pas possible, on doit être plus connu que Google. On est dans le quotidien de la vie des gens et les gens ne le savent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'avais pas les moyens d'aller en effet au JT de 20 heures. Voilà, ça, j'avais pas fait ça dans notre budget. Et donc, j'ai dit, mais moi, ce que je veux, c'est que les gens ont une expérience quand ils voient notre marque. Voilà, qu'ils aient une émotion. Pas uniquement du 4x3, je ne critique pas le 4x3, j'en fais aussi, mais en tout cas à l'époque, je voulais qu'on expérience Dassault Systèmes, justement que l'humain ait expérience de Dassault Systèmes. Et pour ça, on a monté une campagne qui s'appelle The Only Progress is Human, et l'objectif de cette campagne, c'est de montrer comment Dassault Systèmes répond aux plus grands défis de l'humanité, en toute humilité, avec, donc ça veut dire sur le défi de l'eau, de la santé, de la ville, etc. Et donc on a créé ça il y a 6 ans avec une bonne équipe que j'adore. Et chaque année, on montre au monde, donc justement au public, au grand public, comment Dassault Systèmes peut répondre à ces mobilités. Et la dernière fois qu'on a communiqué, on a fait justement un gros acte là au mois d'octobre avec un de nos collaborateurs qui est paraplégique.
Et donc, il était ancien champion du monde de rugby. Et là, on lui a fait battre le record du monde de la plus grande distance parcourue en vélo à main. Donc, on est dans le Guinness Book, enfin, un truc de dingue. Voilà. Mais ce qu'on aime chez Dassault Systèmes, c'est communiquer différemment. En tout cas, j'essaye de communiquer différemment, de communiquer là où on ne m'attend pas, de reprendre les codes du luxe, les codes de la santé. On est une boîte de tech, c'est pas parce qu'on est une boîte de tech que je dois communiquer comme les techs. Au contraire, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut être curieux. Et j'aime bien les autres codes et de pouvoir mettre les codes chez nous. Après, oui, je fais du classique. Je fais du classique parce que TikTok, alors le débat, c'est pas de savoir si on aime ou on n'aime pas TikTok. Aujourd'hui, TikTok, c'est la plateforme pour le recrutement. Voilà. Donc, on a pris le pari il y a 2 ans d'aller sur TikTok. Première marque B2B, pour reprendre votre terme, à aller sur TikTok. Aujourd'hui, on fait un carton, on a 260 000 abonnés et je pense qu'on est la marque la plus engageante. Donc voilà, je dirais que... Est-ce que vous passez par les influenceurs, parce que c'est le grand sujet? Bien sûr, oui, mais bien sûr, je ne dirais pas qu'on est obligé, mais oui, on y passe. Je vais vous dire pourquoi on y passe. L'autre jour, je suis en réunion, donc vous avez compris que je travaille qu'avec des ingénieurs, principalement. Et là, ça commence à parler, et là, je me suis dit, c'est reparti, je comprends rien de ce qu'ils disent. Bon, et je suis quand même dire comme du truc, donc je ne peux pas non plus dire, bon, je ne comprends pas et tout. Bon, enfin, j'assume très bien, et je lui dis, non, j'ai rien compris ce que tu as dit, t'as dit quoi, là? Il dit, bah, Victor, c'est très simple, ça faisait 1 demi-heure qu'il parlait. Hein. Et il me dit, bah, tu vois, c'est comme si tu avais ton carnet de santé en 3D. Et je dis, bah voilà, là, c'est simple, c'est clair. Donc, c'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de simplifier les messages vis-à-vis du grand public, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Dassault Systèmes. Et bien, en plus, vous êtes une entreprise scientifique, et la science, c'est pas... On est une entreprise scientifique, c'est ce qui nous différencie d'ailleurs de nos compétiteurs, c'est-à-dire qu'on travaille avec des chercheurs, des médecins, des oncologues, avec de la data qui nous permet de créer donc, ce fameux jumeau numérique humain. Je vous dis, cette boîte est dingue. Je vous dis. Est-ce que chez Clarins aussi, c'est important, là, sur la communication, si on peut en dire 2 mots, quels sont les vecteurs privilégiés récemment, les influenceurs, est-ce que c'est un sujet? Évidemment, je partage évidemment ce que dit Victoire. Les réseaux sociaux sont évidemment très importants et ont rebattu complètement les cartes de comment on faisait de la communication. On est obligé de le faire. Avant, quand on pensait une campagne, quand on sortait un produit, on voyait d'abord une double page, on faisait un spot télé, etc. Alors, on le fait toujours, mais maintenant, c'est ce qu'il y a de moins important, je dirais, dans le mix de ce qu'on pousse dans les médias. On essaye vraiment de pousser le digital. Donc nous aussi, même marque historique, on est sur tous les réseaux, sur TikTok, Snapchat, et les classiques Instagram, Facebook, etc. Évidemment, on utilise alors des influenceurs. C'est très important. C'est surtout sur TikTok, c'est des créateurs de contenu parce que finalement, vous êtes plus visible quand d'autres personnes, via leur compte, prend la parole pour faire une application produit, parler de votre produit, etc. Et ce qui est important aussi, je crois, c'est vraiment de choisir de s'associer à des créateurs de contenu qui ont vraiment une résonance locale. Parce que, comme je vous le disais et vous le soulignez tout à l'heure, nous, on est présents partout dans le monde. Donc, même si on produit 100% en France, 95% de ce qu'on vend, c'est à l'étranger. Donc, on doit s'adapter vraiment aux marchés locaux. Alors là, on parle, si je parle d'Instagram, etc., dans des pays, notamment en Asie, ils n'ont pas les mêmes réseaux sociaux. Donc, dans chaque pays, on doit aussi aller trouver les bons réseaux qui répondent en fait aux consommateurs. Par exemple, en Chine, il n'y a pas tout Facebook, enfin tout Meta. Donc, c'est par WeChat que ça passe. Donc, l'idée est vraiment pour nous de s'adapter à tous les marchés et d'avoir une résonance locale, ce qui est très important parce que ce qui compte, c'est vraiment répondre à la cliente, répondre à son besoin. Chez Clarins, on ne fait pas des produits, je dirais, marketing à proprement parler, tendance. On essaye vraiment de faire des produits en fonction de ce que nos clients nous demandent. Donc, et c'est comme ça que la marque a été créée et c'est comme ça qu'on continue à développer nos produits. Et donc, il faut être vraiment pertinent sur les marchés locaux. C'est quoi le best-seller de Clarins, celui qui marche le plus depuis plus longtemps? Alors, c'est le double sérum. Expliquez-moi le double sérum.
Donc le double sérum, c'est notre best-seller et je dois dire qu'il a un point commun, c'est que c'est vraiment le best-seller dans tous les pays du monde où on est distribué. Donc c'est quand même dans 150 pays. Donc c'est pour vous dire comme le produit est bon puisqu'il s'adapte à tout le monde. Pour le visage. C'est pour le visage. C'est un produit anti-âge qui a été créé donc par mon grand-père la même année que j'ai été créé par mes parents. Et donc le double sérum, en fait, ça partait d'une idée géniale de mon grand-père qui, en fait, se rendait compte que, par exemple, quand vous faites une vinaigrette, donc il y a une partie huileuse, donc l'huile, et une partie aqueuse, donc le vinaigre, et qui, en fait, se mélange jamais vraiment bien. Et en fait, pour pouvoir combiner tous les ingrédients et les meilleurs ingrédients possibles, il n'arrivait pas, avec le labo, à avoir une formule stable qui tenait. Donc, il a décidé, en 85, donc voilà, mon année de naissance, à faire 2 flacons, en fait, où on disait à la cliente, il faut mettre 2 tiers de l'un, 1 tiers de l'autre, et vous aurez le meilleur mélange au moment de l'appliquer sur la peau. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir réuni dans un packaging cette double formule avec toujours le 2 tiers, 1 tiers. Et c'est vrai que c'est une formule absolument incroyable parce qu'on a plus d'une vingtaine de plantes, d'actifs, etc. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours eu des retours comme on dit, essayer, c'est l'adopter. Donc je vous le recommande. Il y a peut-être des témoignages dans la salle ensuite à propos du double sérum. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Non ? Alors moi, je voulais vous en poser une parce qu'on a beaucoup parlé là, depuis le début de la séance des marques, mais de leur rapport aux consommateurs, aux clients. Mais on n'a pas parlé au rapport des marques avec ceux qui pourraient un jour y travailler ou y travaillent. J'étais très surpris que vous ne posiez pas de questions, vous qui voulez peut-être intégrer des grandes entreprises. Il y a tout un débat, vous savez, sur l'image des grandes marques auprès de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas devenu encore plus prégnant, je dirais, dans une stratégie de marque, d'être aussi désirable pour ceux qui pourraient y travailler et d'avoir un message, là aussi, très attractif et plus en rapport avec l'ère du temps, sur toutes ces questions sociétales, environnementales? Pourquoi vous me regardez? Mais parce que vous savez tout, Marc. Bon, alors je sais par exemple qu'il y a une pharmacie qui vend les produits Clarins en bas, donc si vous voulez, vous pouvez avoir... Bon. Pour revenir et pour être un peu sérieux, ce qui m'arrive de temps à autre, je ne me rappelle plus de la question que vous m'avez posée. Non, moi, bravo. Non, je suis d'accord qu'aujourd'hui... Comment on attire les futurs cadres et les salariés de vos grandes marques? Est-ce qu'il y a une défiance bien faire la différence entre ce qui peut être du domaine de l'intérêt ou de l'attraction d'une marque et le rapport qu'on peut avoir avec une entreprise. Voilà. C'est pas parce qu'on travaille chez Lego qu'on va rigoler. C'est pas parce qu'on va travailler chez Gervais ou dans une marque de glace qu'on va manger des glaces et que ça va être sympa. On dit que c'est plutôt attention, le contraire. C'est vrai que c'est tentant. Quand vous avez 18 ans aujourd'hui et qu'on vous dit est-ce que tu as envie de travailler chez Nike, quand même, se dit c'est pas mal. Bien sûr, c'est pas mal. Mais la réalité de l'entreprise, c'est là où on voit les entreprises vertueuses. C'est quand il y a au fond une forte proximité entre la perception qu'on a des marques et la perception qu'on a des entreprises. Et alors, surtout, la perception qu'on a quand on y travaille. Une marque n'est pas une entreprise. On n'a pas appelé les marques, si les marques en anglais, si les biens de consommation, on appelle ça des goods, on n'a pas appelé ça des bads, parce qu'on se dit c'est good, c'est bon pour les gens. Mais ce n'est pas du tout le cas des entreprises. Et c'est bien d'ailleurs l'une des difficultés d'un certain nombre d'entreprises. C'est que vu de l'extérieur, ce qui les rend attirants, c'est la communication, c'est la notoriété, c'est l'image, c'est la réputation des marques. Mais les conditions de travail n'apparaissent pas à travers un spot de 30 secondes. La manière, l'intelligence ou non de la politique de développement ou le rapport à l'environnement n'est absolument pas écrit. Donc il faut bien faire attention là-dessus à ne pas confondre. Mais est-ce qu'une marque peut avoir une belle réputation et la même entreprise qui produit cette marque, une mauvaise réputation en tant qu'entreprise? Absolument, j'ai vécu ça 40 ans, avec différents clients qui étaient formidables, la marque était formidable et à l'intérieur, je ne ferai pas de commentaires, mais enfin, comme moi j'ai 40 ans de métier, je peux me permettre, il y a prescription. Mais oui, tous les jours, vous voyez ça. Tous les jours. C'est le quotidien des gens qui travaillent avec les entreprises et les marques.
Et d'ailleurs, ça peut être même le contraire. C'est-à-dire que la marque a une piètre réputation parce qu'elle a du mal à s'en sortir, et l'entreprise, elle est formidable. Ça arrive fréquemment avec des PME où ils essayent de s'en sortir, mais ils n'ont pas les moyens, ils ont en face d'eux un énorme concurrent. Donc vous êtes là et vous peinez avec eux. Et l'inverse est tout à fait vrai. Vous avez une grande entreprise qui se comporte très mal sur le plan social à l'interne, qui fait pas mal de bêtises, mais qui par ailleurs a la chance de commercialiser une marque formidable. Par exemple, je vous passe la parole. J'étais étonné que vous disiez quelque chose. Est-ce que Victoire sur l'entreprise, non? Sur mon LinkedIn, je vous donnerai. Vous êtes les bienvenus. Non, l'entreprise, la marque. Est-ce que chez Dassault Systèmes aussi, quel est le discours pour attirer les talents? Est-ce que c'est important ça aussi? Bien sûr que c'est important. Mais je rejoins assez ce que vient de dire Marc. Il faut apporter du sens. Et aujourd'hui, le recrutement se fait comme ça. On apporte du sens, on apporte... encore une fois, je pense qu'on apporte une expérience totale. C'est le fait d'aller travailler. Nous, on travaille dans un campus près de Paris. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de ça. C'est pas uniquement quel produit vous vendez, mais il fait quoi ton produit? En quoi il est mieux que les autres? Qu'est-ce qu'il apporte? Et ce que je disais par rapport à l'engagement sociétal tout à l'heure. Oui, il faut qu'on se justifie aujourd'hui, mais moi je trouve ça bien. On a un peu plus de sens. On va pas s'en plaindre. Donc non, c'est bien qu'on fasse la distinction. Et chez Dassault Systèmes, on privilégie, oui, des valeurs comme l'innovation, qui sont très importantes pour nous. Donc, ouais. Virginie? Oui, évidemment, je pense que les entreprises ne sont rien sans les hommes qui constituent l'entreprise. Et donc, les femmes, là, en l'occurrence. Oui, mais je dis les hommes avec un grand H, mais effectivement, les hommes et les femmes. Et surtout, d'ailleurs, chez nous, puisqu'on a, comme vous l'avez dit... Qu'est-ce qu'ils font, les quelques hommes qui travaillent chez nous? C'est quoi leur métier? Il y a de tout, hein. Il y a de tout, comme pour les femmes. Mais c'est vrai que peut-être notre produit fait qu'on attire plus facilement des candidats et des candidates féminines. Mais alors, je pense que effectivement, la marque employeur, c'est quelque chose de très important. On est chez Clarins, on accorde une importance primordiale à comment on traite nos collaborateurs. Et c'est vrai que c'est nos premiers ambassadeurs, ça va être nos premiers clients. Ils doivent être convaincus de ce qu'on fait, des produits qu'on met sur le marché. Et donc on fait beaucoup de travail en interne, on fait des parcours d'intégration pour qu'ils soient formés au maximum, qu'ils comprennent l'entreprise, qu'ils comprennent les valeurs. Il y en a d'ailleurs souvent, ce qui nous remonte le plus, c'est qu'ils sont souvent surpris par tout ce qu'on fait en termes d'engagement, justement RSE, parce qu'on n'est peut-être pas assez vocal dessus. Et c'est une bonne surprise parce qu'on a aussi des jeunes qui viennent et qui ont besoin de travailler dans des entreprises qui ont des engagements RSE marqués. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Donc voilà, donc on essaye de s'adapter, mais effectivement, on ne serait rien sans des collaborateurs extraordinaires qu'on a. Et je crois profondément que l'investissement qu'on met, que toutes les entreprises mettent dans le développement de l'humain, dans développer une culture bienveillante dans les entreprises contribue aussi à leur succès. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon grand-père nous avait demandé qu'à sa mort, nous inscrivions sur sa tombe CJ Jacques Courtin, un homme qui a su s'entourer de gens plus intelligents que lui, ce que nous avons fait. Et je le crois que c'est toujours vrai aujourd'hui. J'adore ce qu'il a dit. Alors moi, j'ai des questions à vous poser à propos là, de la réputation des marques et de votre envie de travailler ou pas dans certaines entreprises. Est-ce que la vision que vous avez de ces marques, ce que disait Marc Driec tout à l'heure, vous influence beaucoup sur votre choix peut-être? Il y a des entreprises qui vous font envie parce que la marque vous plaît ou l'inverse? Qu'est-ce que vous pouvez, ça nous intéresse d'avoir votre sentiment là-dessus? Forcément, c'est vrai qu'au moment où on postule pour nos stages, pour nos premiers emplois, une fois qu'on arrive au bout des études, une marque qui a du sens, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir au quotidien, que ce soit par une utilisation ou par des publicités ou des personnes qu'on connaît qui travaillent déjà dans cet environnement,
ça peut avoir un impact très important pour nous, étant donné, comme vous l'avez dit, que le sens à l'heure actuelle, c'est quand même très important pour notre génération et bon, d'autres aussi, j'imagine, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on fait très attention, j'ai l'impression, et on cherche vraiment à s'engager non seulement vers l'image de marque qui nous plaît, mais aussi vers un environnement interne sur lequel on se voit vraiment évoluer, se construire et pouvoir apporter aussi notre petite pierre à l'édifice. Vous savez déjà pour quelle marque vous aimeriez bosser? Alors, je suis actuellement en stage de fin d'études chez Bugatti Automobile et du coup, je vais pouvoir postuler d'ici 3 mois vers un CDI. Je ne sais pas encore où, je ne me ferme pas trop de portes à l'heure actuelle, que ce soit la France ou l'étranger, mais il y a plusieurs domaines qui pourraient m'intéresser. D'accord. Bah alors moi je suis d'accord que sur l'image, des fois qu'on perçoit des marques, on a ce côté grand public quand on arrive, notamment quand on débute dans les études. En tout cas moi je suis du coup en école de commerce et quand on cherche des stages, on cherche les marques qui sont connues et qu'on connaît nous, dont on est consommateur. Mais quand on va dans ces marques-là et qu'on se rend compte de commencer derrière l'image qu'on reçoit en tant que consommateur, on se rend compte que c'est pas toujours différent. Et plus on a d'expérience, on se tourne vers des marques qui sont pas forcément grand public ou connues de tous, mais où on est on est mieux accueilli ou plus encadré. Et vous, alors la marque qui vous aimeriez... Alors moi j'aime bien travailler pour plusieurs marques, donc je travaille au MEDEF en fait actuellement. Ah d'accord. En fait, il y a aussi une petite peur qu'on a avec les grandes marques. C'est qu'on a peur que si on est stagiaire pendant 1 ou 2 mois, tout ce qu'on fasse, c'est faire le café et faire les imprimantes. Donc c'est vrai que de temps en temps, on préfère aller dans des TPE, des PME, où on pense qu'on a plus de choses à faire, entre guillemets. Maintenant, c'est vrai que mettre sur un CV... j'ai travaillé chez Clarins ou chez Bugatti Automobile, ça fait fort. Moi, je ne crois pas qu'il faut prendre les choses comme ça. Je pense que les deux sont bien. Parce qu'apporter des cafés dans une grande boîte, tu apprends autre chose. Et d'abord, les cafés, tu en fais pendant 1 mois. Puis quand la personne, ton boss, voit que tu es plutôt intelligent, tes cafés, tu ne fais pas 2 mois. Donc tu feras autre chose. Et le fait de travailler aussi dans une PME, une toute petite boîte, ça a aussi un avantage, c'est que, comme tu dis, tu mets les mains dans le cambouis, tu apprends tout. Moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est vous fermez pas la porte. Enfin voilà, je veux dire, ouvrez, allez-y, ouvrez vos chakras, soyez curieux. Ne dites pas, ah là, c'est une grande boîte, je peux pas machin. Non, au contraire. Au contraire. Ouais, et j'ai envie de partager aussi une anecdote. Les stages peuvent mener à de grandes carrières. On a notre CEO qui est là aujourd'hui, qui a commencé en stage chez nous et qui n'est jamais reparti. Donc voilà, accrochez-vous. Et je me rappelle de mon père qui me disait, j'ai tout de suite su qu'il était important parce que quand il était en stage, très vite, les opérationnels au-dessus de lui disaient tout le temps, il est où Jonathan, il est où et donc c'est qu'il était devenu indispensable. Donc sachez vous rendre indispensable parce que voilà, dans n'importe quelle entreprise, pas forcément chez nous, de vous rendre indispensable, ça vous mènera à toutes les carrières. Alors moi, je suis étudiante dans les biotechnologies, donc forcément l'innovation a une part importante dans notre programme et on met beaucoup d'importance sur toutes ces entreprises qui innovent, mais qui doivent en même temps faire attention à leur impact écologique, leur impact sur les consommateurs, comment ils vont créer tous ces produits. Donc automatiquement, dans nos choix de stage et plus tard d'entreprise, ça a une importance inestimable pour nous. Alors, on entre à la dernière partie de cette rencontre. Est-ce que vous auriez des questions, vous voudriez lancer des sujets, interpeller nos invités dans la salle, même si vous n'êtes pas étudiant, hein, vous avez le droit. Oui, madame, on va vous donner un micro. Derrière vous, hop, voilà. L'impact de l'intelligence artificielle sur le développement des marques, mais pas que des marques tech. Pas que des marques tech, elle a dit Adam, c'est pour toi. Bon, d'accord. Alors nous, on trouve ça fantastique. Je pense que quand on est une marque justement historique, il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies. Au contraire, il faut les embrasser et développer plein de solutions pour rester innovant. Par exemple, nous, comme on a beaucoup de jeunes consommateurs qui sont toujours en demande de plus de transparence, de traçabilité, on a utilisé la blockchain
pour développer un outil de mise à disposition justement de traçabilité de nos produits. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est pareil, on développe pas mal de projets pilotes, on essaye de l'intégrer un petit peu partout. On a d'ailleurs développé un projet de chatbox intégré avec de l'intelligence artificielle en partenariat avec Microsoft, qui s'appelle Clara, qui est pour l'instant disponible que aux États-Unis puisque c'est un pilote. Et je dois vous dire qu'on a eu un moment de grande fierté il y a quelques semaines, puisqu'il y a le patron de Microsoft Monde qui est venu à Paris pour faire une grande messe sur l'intelligence artificielle. Et il a cité Clarins en exemple sur scène. Et donc, je me suis dit, effectivement, on est une marque historique. On est né dans un institut de beauté il y a 70 ans à Paris. Et on est cité par le patron de Microsoft. Donc, c'est pour vous montrer que même quand on est une entreprise qui propose des produits de cosmétiques, on peut être innovant et au contraire, il faut embrasser les solutions IA. Je pense que ça va rebattre les cartes aussi de notre façon de travailler dans plein de domaines, dans tous les domaines d'ailleurs de l'entreprise. Et l'idée, c'est de ne pas avoir peur de tester des choses. On teste tout le temps des choses chez nous et je pense dans beaucoup d'entreprises. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec parce qu'il y a plein de projets qui finalement ne voient pas le jour, ne fonctionnent pas. Mais il faut s'adapter très vite à ces technologies pour justement continuer à innover parce que c'est comme ça qu'on reste dans l'air du temps. Les jumeaux numériques de Dassault Systèmes, ils font pas de test pour... Ça, non, je n'étais pas au courant, mais, mais on pourra en reparler après le débat. Nous, l'IA, évidemment, ça fait des années qu'on est avec eux. Comme vous le dites, on est une boîte de tech, donc on innove. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur de l'IA. Oui, ça fait peur parce qu'on ne connaît pas les limites. Maintenant, c'est un outil qui peut être, je dis attention, qui peut être formidable. Il faut savoir l'appréhender. Mais aujourd'hui, sans IA, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire. Donc voilà, donc c'est un outil, prenons-le comme un outil. J'ai la chance d'évoluer dans un groupe qui a plusieurs écoles d'ingénieurs en informatique assez connues et réputées, donc je connais les qualités et aussi les défauts ou les risques des gens qui sont amoureux de l'IA. Je voudrais simplement rappeler 3 éléments. Le premier, c'est que l'IA est très consommateur de toutes sortes d'énergie et donc pose une question environnementale, ça a été rappelé tout à l'heure. Second, attention, parce qu'on a des superpuissances mondiales qui vont devenir encore plus superpuissances, encore plus mondiales, et comment les entreprises vont pouvoir gérer ce qui va ne plus apparaître comme de la concurrence, mais comme de la domination. Et troisièmement, et ça concerne vraiment les marques, nous sommes rentrés dans une période d'accroissement très sensible du fake, de l'imitation, des faussaires. Pas simplement pour les produits classiques du faux t-shirt avec un crocodile qui regarde en bas et autre chose, mais sur n'importe quel produit. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui meurent en Afrique parce que les médicaments sont des imitations, sont faux. En quoi l'IA est-elle là-dessus responsable? C'est une technologie. Donc, est-ce qu'on peut accuser une technologie? Non, on va accuser ceux qui sont derrière la technologie. Mais je crois que nous allons vers un monde qui va devoir lutter de plus en plus contre l'imitation dans tous les sens. Et que c'est un facteur qui va être un facteur très déstabilisant pour les marques. Pardon. Alors, juste pour rebondir sur ce que dit Marc... Bon, on ne va pas encore faire quand même un avion en fake. Vous préférez un avion en fake ou une crème en fake? Moi, je préfère pas d'avion. D'accord, non, il n'y a ni crème. Alors, pour rebondir justement sur ce que dit Marc, qui est très juste, je pense aussi qu'on doit pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Je vous parlais de la blockchain. On l'utilise notamment, nous et plein de marques aujourd'hui de luxe pour pouvoir permettre d'authentifier aussi les produits puisqu'on est face à ce problème grandissant et justement la blockchain, en tout cas nous permet de faire ça et je pense que c'est un outil qui va se développer où on va pouvoir justement en apportant la traçabilité, garantir aux clients où sont fabriqués les produits, comment et le produit final. Pardon de rajouter, il y a un point qui pour moi est crucial, parce que je crois que l'IA va aussi avoir comme vertu de transformer radicalement ce qu'on appelle la société de consommation de masse à une société de consommation d'individus.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'empêche de créer pour chaque personne le produit bancaire, l'assurance, qui correspond exactement à sa situation, de la même manière que demain, vous pouvez avoir sur les 5000 prochaines Toyota qui sortent de l'usine Toyota, 5000 véhicules différents. L'IA va nous permettre, non pas de diversifier, mais de personnaliser le mieux possible, je n'ai pas envie de dire le plus, le mieux possible, et de répondre le plus précisément possible aux demandes spécifiques des gens. Et va nous faire un peu quitter cette idée de le même produit pour tous vers de plus en plus un produit pour chacun. Ce qui révolutionne le marketing, l'organisation des entreprises, l'organisation du commerce et surtout l'organisation de la relation. La bataille de demain des marques, ce n'est pas seulement une bataille de produits, à mon avis, c'est avant tout une bataille de relations avec les consommateurs. À ce propos, je vous recommande la lecture. Vous savez, il y a le magazine américain Time qui publie chaque année un palmarès des 200 innovations les plus importantes de l'année de par le monde. Et le dernier palmarès, là, qui a été publié il y a quelques jours, donne vraiment un aperçu des transformations à venir qu'on a évoquées là, juste à travers 200 objets ou technologies. C'est assez fascinant. Une autre question. Alors, plein de questions. Alors, les femmes d'abord. Alors, un micro au deuxième rang. Mais peut-être que vous... Il y a 20 ans, c'était nous qui posions les questions. Alors, il y a une première question ici au deuxième rang. Ensuite, un peu plus haut. Et... Merci, bonjour à tous. Ma question concerne l'industrie automobile, dans le contexte difficile qu'on connaît aujourd'hui entre l'offensive chinoise, les droits de douane américains. Que pensez-vous des stratégies de communication qu'ont certains groupes, qui soient français ou européens, l'image de marque qu'ont ces groupes-là? Est-ce qu'on a perdu la confiance des Français ou des Européens? Et pour faire écho à ce que vous aviez évoqué, Madame Courtin, dans l'industrie automobile, on est très contraint, on a des KPI sur les invests, sur la R&D. Comment investir sur le futur tout en restant rentable pour pérenniser notamment les emplois? Alors, je ne sais pas si Virginie veut répondre sur l'automobile. Mais sur un mot peut-être sur l'automobile, mais alors... Victoire, pardon. Non, mais pas moi, non. Non, le secteur auto, plutôt Marc. secteur auto, oui, Marc. Non, Marc, il est bon sur la voiture. Non, c'est... Marc, non? Marc, un effort. Bah, la voiture. Vous n'avez pas des questions plus optimistes? Plus sympa, il est exactement midi un quart. Normalement, à cette heure-ci, on a envie de manger. Je pense que le secteur automobile, il est dedans. Hein. Mais d'ailleurs, je pense que c'est bien pour ça que la Cité de la Réussite organise une rencontre sur la confiance, parce qu'on le voit bien, c'est vrai que le prisme des questions est souvent... Il est dedans le pire est peut-être à venir. Il est dedans parce que qui va le défendre? Qui aujourd'hui va défendre le secteur automobile? Les villes, elles en veulent, mais elles n'en veulent pas. Elles veulent l'argent de l'automobile, mais elles ne veulent pas la circulation. Les industriels de l'automobile aujourd'hui sont sous des contraintes absolues et doivent en même temps continuer à apporter, la main-d'œuvre qui permet d'éviter. On est dans une situation qui est la contradiction même d'une société en transformation. C'est-à-dire qu'on est sur une transformation, on ne sait pas où on va, on sait ce qu'on a envie et on a envie de contradiction. On veut l'automobile sans les ennuis, sans le prix à payer. Bon, dans ces moments-là, la seule chose qui nous reste à avoir, c'est confiance dans l'innovation. Dans ces moments de contradiction entre le réel et le souhaitable, la transformation vers le souhaitable ne peut venir que de l'innovation. Quand on parle d'automobile, dans d'autres domaines, du marketing, c'est un peu différent. C'est-à-dire que si aujourd'hui on transforme la voiture en mode de transport amélioré, peut-être plus collectif, peut-être absolument moins polluant, etc., peut-être qu'on résoudra une partie de ces solutions-là. Mais on voit bien qu'on pose une question qui est beaucoup plus fondamentale. C'est pour ça que je suis très mal à l'aise pour y répondre, parce que l'automobile est sans doute aujourd'hui le cœur de la remise en cause de notre modèle. À la fois parce qu'il les représente en termes d'utilité, mais ce qu'il représente aussi socialement.
et ce qu'il représente aussi en termes de production, ce qu'il représente aussi en termes d'organisation de travail. Et donc, voilà, je n'ai pas de réponse. Si j'avais cette réponse aujourd'hui, je la vendrais, mais extrêmement cher. Alors, on va revenir. Il y avait une question là de madame et monsieur. Alors, madame qui est au centre. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, quand la confiance est totalement rompue, est-ce une bonne stratégie de la part de la marque de changer de nom de marque? Bah oui. Ok, j'y vais. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Est-ce que la question s'est posée chez Dassault Non, c'est pas posé. Système, non? Non, c'est pas posé. Non. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je Ça pense aurait pu que... être un autre nom, non? Bah oui, mais c'est-à-dire que je pense que c'est bien d'avoir un nouveau souffle. Et donc le fait de changer de nom, de logo, d'histoire qu'on raconte, de storytelling, comme on aime bien dire chez nous à la com, c'est important. Voilà, après, c'est ce que tu disais, il ne faut pas renier son passé. On a tous des racines, on sait d'où on vient. Mais néanmoins, que d'avoir un petit coup de pouce parce qu'on a changé le logo, parce qu'on a changé notre façon d'aborder les choses, je trouve ça pas mal, moi. Ça peut ne pas être mal. En tout cas, ça peut être une solution et une réponse. Marc? Moi, je dirais, rien ne s'efface, rien ne s'oublie. Racine. Et alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Une stratégie de changement de nom, oui, mais vous ne changez pas le problème. Bah, on le voit en politique, hein. C'est compliqué. Si vous êtes mécontent de votre mari, si vous êtes mécontent de votre mari, il s'appelle Jacques, vous l'appelez Pierre, il sera le même. Hein. Il y a 2 minutes, c'est Marc qui disait il faut être positif. Alors moi, je vais finir sur le positif. Oui, en effet, je suis d'accord avec vous. On a ces racines. Comme vous dites, sur Internet, on peut tout screener, etc. Mais néanmoins, le fait de se challenger, de se remettre en question, je trouve ça sain. Et si on peut faire revivre une marque comme ça, je trouve ça bien. Virginie. Je pense que ça dépend des marques parce que peut-être Dassault Systèmes pourrait l'envisager. Je pense que chez Clarins, c'est inenvisageable de changer de nom. Donc l'idée est que plutôt s'il y a une crise, de mettre tous les moyens possibles pour pouvoir y faire face, se réinventer, comprendre et répondre au mieux. Historiquement, on va prendre Marc. Il nous reste très rare. 3 minutes. On va prendre les 2 dernières questions. Monsieur était là le premier. Un micro en bas, ici au 4e rang, s'il vous plaît. Et en franc, on prendra une dernière question. Tout là-haut. Merci, bonjour, Frédéric Messiaen. Moi, j'ai eu le plaisir de conseiller des marques depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, j'ai juste fait un commentaire, Sébastien, sur ton introduction sur Naomi Klein. Non seulement les marques n'ont pas disparu, mais elles n'ont jamais été aussi influentes. Et je pense qu'il y a un parallèle avec l'affaiblissement général des puissances publiques. Donc, la marque dans la cité est devenue extrêmement influente, et donc extrêmement responsable et extrêmement exposée. Mais je ne vais pas être très long, parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur des sujets passionnants. Et je vous en remercie. Je voulais juste vous lancer un mot par rapport au thème de cette année sur la Cité de la Réussite, c'est le mot de sincérité. Je pense que les spin doctors en marque peuvent à peu près dire n'importe quoi. Je crois que la clé pour une marque aujourd'hui, si elle veut réussir, c'est d'être sincère avec tous ses publics. Et votre avis m'intéresse bien sûr. Oui, alors je ne peux que partager ce commentaire. Évidemment, c'est l'authenticité, les valeurs, ce qu'on est, c'est très important. Et je pense que les clients sont intelligents et savent en général à qui ils ont affaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je disais tout à l'heure, on ne fait pas de produit marketing, on essaye d'être pas de surfer sur toutes les tendances, parce que ce qui compte, c'est la vision long terme, c'est qui on est, de revenir toujours à la culture de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est assez vrai aussi dans justement ce qu'on communique en termes de RSE. Puisqu'il y a beaucoup de tendances, parfois il y a et nous en cosmétique on est très confrontés à ça, parfois des ingrédients qui sont décriés, des packaging, des façons de faire, etc. Et le consommateur est noyé dans l'information tous les jours, on lui dit il faut faire ça, non en fait il faut faire ça, etc. Je pense que ce qui est important pour les marques et pour les marques qui s'inscrivent dans le temps comme nous, c'est encore une fois, de toujours revenir aux valeurs, de revenir à nos fondamentaux, de revenir à pourquoi on fait les choses. Et c'est aussi pour ça que justement, dans notre offre, on fait toujours attention à ne pas
voilà, prendre une tendance parce que on va avoir quelques clients qui nous disent tiens, il faudrait faire ça, etc. Mais vraiment se dire qu'on pense au temps long, qu'on est sûr de ce qu'on fait et qu'on est sûr surtout de pouvoir répondre à pourquoi on le fait toujours. Et la culture et la vision long terme prime surtout. Allez, on va prendre peut-être deux. Une question. Monsieur, tout là-haut. Merci. Bonjour, je suis étudiant en stage de fin d'études chez Dassault Systèmes. Ah. Ça n'arrive qu'à moi. Mes tickets restent. On parle du campus, du changement de la cantine. Les tickets restaurants. Et vous travaillez dans le service de Victoire là ou... Non, je suis en vente. Mais vous êtes chez qui? Je suis en sales, en vente. Ok. Chez qui? Non, parce que non, mais il faut être concret. Vous êtes chez qui? Simulia. Ok. Donc j'aurais une question pour Madame de Margerie et une question pour Madame Courtin. La question pour Madame de Margerie est Dassault Systèmes est coté en bourse. Quelle est l'influence des investisseurs sur votre stratégie? Et pour Madame Courtin, vous avez dit que vous ne connaissiez pas le jumeau numérique. Est-ce que vous serez opposé à l'idée de me communiquer les coordonnées de votre directrice en R&D? Et on a des bons, hein? Il va falloir l'embaucher, lui. Merci pour la question, on va se voir lundi. Alors, oui, on est une boîte cotée. On a été coté, on ne l'a plus été, on a été recoté quand je suis arrivée. D'ailleurs, c'était 3 jours après mon arrivée, c'est super. Dassault Systèmes, c'est une société donc, qui a été créée il y a 40 ans. On a la même approche. Voilà, qu'on soit coté ou pas coté, on est dirigé par un comité exécutif, un board. À la tête, on a donc Charles Edelsten. Et l'approche, que ce soit coté ou pas coté, ne change pas vraiment pour nous. Voilà, on a une ambition, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire le jumeau numérique du corps humain. On reste sur cette ambition-là et le fait de ne pas être coté ou coté, ça ne changera pas. Et quant à... donc, il est pas mal. Je vais prendre les coordonnées de Virginie et vous allez voir, Simulia, c'est formidable. Avec grand plaisir. Alors Virginie, la réponse. Bah oui, avec grand plaisir. Ah oui. Voilà, pas le choix. Non? Il m'a posé juste la question si j'étais d'accord de donner mes coordonnées. La réponse est oui. Très bien. Allez, la toute dernière question. Parce qu'il nous reste 2 minutes. Mademoiselle est stagiaire chez Clarins. Bonjour. Je voulais savoir, aujourd'hui, à l'ère du numérique, comment font les marques pour se défendre, notamment par rapport aux contrefaçons, mais pas seulement. On en a déjà un petit peu parlé. Non, il y a un dernier petit mot là-dessus ou... C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Il faut mettre des équipes en place. L'IA nous aide énormément pour ça, pour détecter où est-ce que ça se passe, ce qui a été produit, etc. Il faut être vigilant. Et mettre des process et de la visibilité. Voilà. Nous, on est très ingénieurs, STP, statut, target, proposal. Voilà, il y a un problème, on trouve des solutions, mais voilà, il faut veiller, en tout cas. Marc m'a demandé si vous aviez une conclusion, chacun, mais je crois que Marc a envie de faire une conclusion. Bah, je suis Marc, allez-y. Possible, ça. Ah bah si. Non, Et non, positive, Marc la conclusion. très bien pour non, conclure. c'est parce que je suis un peu lent, il y a une question. Marc va faire la synthèse. Je voulais vous dire, s'il y a à retenir peut-être, selon moi, c'est faites plus. Les marques, faites plus, faites mieux et parlez moins. Je pense que les marques parlent de trop. Excusez-moi, je ne me mets pas dans les marques puisque c'est avec un C et non pas QS. Je pense que les marques parlent de trop et se sentent contraintes à expliquer tout ce qu'elles font en se disant ça va me valoriser. On s'aperçoit et comme par hasard, en tout cas une marque que je connais ici à cette table qui s'occupe de la beauté des gens les marques discrètes ne sont pas des marques handicapées aujourd'hui. Ce sont des marques au contraire qui ont tout l'avenir devant elles. Dès que vous prenez la parole, il y a quelqu'un qui va vous tomber dessus
Parce que voilà, le monde est ainsi fait que si vous dites je suis d'accord avec vous, vous avez 2 likes, et si vous dites je suis pas d'accord avec toi, connard, vous en avez 2000. Et donc on est dans une société où la réactivité est immédiate et où toute prise de parole est devenue une menace. Alors si c'est pour parler et agir, c'est pas mal. Mais sans doute qu'il y a aujourd'hui un déficit d'action et, à mon avis, une surmobilisation des entreprises. C'est affreux ce que je vais dire, mais il faudrait sans doute accroître un peu les quantités et la qualité des gens qui sont en R&D et diminuer un peu les gens qui sont à la com, parce que vous passez votre temps, sur les réseaux sociaux à répondre à des gens qui répondent à des gens qui répondent à des gens. Merci Marc. Non. Ah, le dernier mot, hein, il est l'heure. Vous réglerez ça en coulisses. Non, je ne connaissais pas Marc, je pense qu'il a raison. Néanmoins, si tu travailles seul dans ta pièce et que tu ne fais pas savoir ce que tu fais, ça ne marche pas non plus. Donc tu as besoin un peu de com. Je suis d'accord. Bon, merci à tous les 3. Merci Virginie Courtin, merci. Victoire de Margerie, merci. Merci Marc Driec et merci à vous. Merci à vous. Et la Cité de la Réussite continue.